Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Depuis maintenant une semaine, la ville de Goma, capitale de la région, estime que des discussions entre la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement de l'Afrique centrale, SADC, pourraient jouer un rôle clé dans la résolution définitive des problèmes de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les analystes de la politique et de la diplomatie dans la région estiment que des discussions entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pourraient jouer un rôle clé dans la résolution définitive des problèmes de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis maintenant une semaine, la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, est sous contrôle du M23. La prise de cette ville a conduit à la convocation des réunions d'urgence entre les pays et les organisations régionales, dont l'EAC et la SADC, dans le but de trouver une solution à cette crise. Dès le moment où cette ville est tombée, la communauté est-africaine a demandé la tenue des discussions entre elle et la SADC, proposition qui a été approuvée par l'organisation lors du sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Harare, au Zimbabwe, le 31 janvier 2025. L'expert en politique et diplomatie, Dr Charles Muligande, estime que cela pourrait apporter une solution au problème à condition que ces négociations incluent la volonté des parties concernées de résoudre la crise. Je ne vois pas comment Tshisekedi va continuer à faire une sourde oreille parce qu'il vit dans cette région. Si on lui dit qu'on l'abandonne et qu'il poursuit le face-à-face avec le M23, il dirait que tout est fini pour lui et accepterait alors de discuter. C'est pour cette raison que j'ai dit que ces organisations soutenues par l'Union africaine, si tel est leur désir, elles trouveraient une solution au problème de l'Est du Congo. Et si le président du Congo le veut bien, il ne prendrait même pas 2 jours. Si le président du Congo veut que ce problème trouve une solution, il ne prendrait pas 2 jours. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces organisations pourraient faire en sorte qu'il y ait ce désir, même si la situation actuelle fait qu'il ne le désire pas. Mais si on exerce une pression sur lui en lui disant qu'on l'abandonne pour qu'il se débrouille seul, il trouverait que ça devient compliqué et accepterait alors le chemin de négociation. Les analystes soulignent cependant que la SADC semble pencher en faveur de ceux qui accusent le Rwanda d'avoir déployé des troupes dans l'est du Congo, comme ils l'ont indiqué dans une déclaration qui comprenait les conclusions du sommet des chefs d'État, lesquelles résolutions ont été vigoureusement rejetées par le gouvernement du Rwanda. Je trouve qu'il n'y a rien de surprenant. SADC est justement la SADC. La RDC est membre de la SADC et lorsqu'ils se rencontrent, il est évident qu'ils adoptent le côté de la RDC. Lorsque la RDC accuse le Rwanda d'y avoir des troupes militaires, la SADC ne peut pas infirmer ces dires. Si donc la SADC a dans son communiqué indiqué que le M23 est soutenu par le Rwanda, je trouve qu'il n'est répété que le même refrain. Cela correspond par ailleurs au comportement de certains pays membres de la SADC, notamment l'Afrique du Sud, qui adoptent une position ambiguë sur la question. Le sénateur rwandais Evode Uwizeyimana souligne que cette situation pourrait aggraver le problème au lieu de le résoudre. On voit bien qu'il joue un double jeu. Comment l'Afrique du Sud, en tant que membre de la SADC, met-elle l'accent sur les processus diplomatiques tout en déployant des troupes en RDC pour une mission offensive? C'est précisément ce qui a conduit au retrait de la force régionale de l'EAC, qui était censée être une force neutre et pas une force offensive.
C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Même le président Kagame a réitéré que sans volonté politique de la part de la RDC, il ne peut y avoir de solution. Si les partis concernés ne prennent pas leurs responsabilités, nous pourrions arriver à un point où Tshisekedi insistera pour combattre pendant que les blocs régionaux se retireront et le laisseront faire face aux conséquences. À ce stade, le M23 pourrait avancer jusqu'à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, n'a pas assisté au sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est à ce propos que le président de la République, Paul Kagame, a exprimé des doutes quant à l'efficacité des discussions en cours. By the way, even now the person or the country we are talking about is not represented as we are discussing. Entre-temps, c'est lui à propos de qui nous sommes en train de parler et son pays n'a pas participé à ce sommet ni n'a été représenté alors que c'est un pays membre de la communauté est-africaine. Je ne sais donc pas si ce dont nous discutons ici va vraiment contribuer à la recherche d'une pays. What happens in the process of finding a solution in this country? À différents moments, le gouvernement rwandais a exprimé son soutien à des négociations visant à trouver une solution durable aux problèmes d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, y compris l'idée d'une conférence conjointe entre l'EAC et la SADC. Les experts en politique, notamment ceux qui connaissent bien les tenants et aboutissants du problème de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, affirment qu'il trouve son origine dans l'histoire coloniale. Ils estiment que la voie de la guerre que le gouvernement du Congo a choisie ne produira pas de résultats car il lutte contre ses propres citoyens. Cela fait environ 6 décennies que les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo sont confrontés à divers problèmes, notamment des massacres qui ont forcé de nombreuses personnes à fuir vers les pays voisins. L'ancien président de la Tanzanie, Feu Julius Kambarage Nyerere, avait évoqué la question des habitants d'expression Kinyarwanda à l'Est de la République démocratique du Congo. So when we say respect, lorsque nous parlons de respecter la frontière convenue entre les Belges et les Allemands, nous devons également parler du respect des habitants qui ont été accueillis lors de la division des pays africains. On ne peut pas faire un retournement de situation et dire « vous n'êtes pas citoyen de mon pays, que faites-vous » Vous les faites rentrer seuls ou vous les ramenez avec leurs terres. On ne peut pas dire « retournez chez vous ». Où est-ce chez vous? go home, home where? L'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, souligne également que le problème des guerres incessantes dans l'Est de la République démocratique du Congo est enraciné dans l'histoire et que le gouvernement ignore toujours la vérité. Is that there's a problem in the Congo? Il y a un problème en République démocratique du Congo qui n'a jamais été résolu jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, dans l'Est du Congo, certaines personnes parlent le Kinyarwanda. Le problème en RDC remonte à l'époque du président Mobutu, où il a été difficile de comprendre que les Banyamulenge sont des Congolais. Bien qu'ils parlent le Kinyarwanda, ce sont des Congolais. Il incombe au gouvernement de Kinshasa de traiter ces personnes comme tous les autres citoyens. Like any other. Les événements qu'on observe actuellement sont les conséquences des décisions prises par le président congolais Félix Tshisekedi. The current situation in the Eastern DRC is a direct result of the failure of President Félix Tshisekedi. Ce qui se passe actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo est la conséquence de l'échec du président Tshisekedi. En ne mettant pas en application les différents accords de paix qu'il a signés, que ce soit avec le M23, avec la communauté de l'Afrique de l'Est,
ou avec les accords de Luanda sous la médiation du président de l'Angola. Le M23 a cherché à voir ces accords mis en œuvre de manière pacifique, mais Tshisekedi a déclaré qu'il ne négocierait pas avec eux et qu'il utiliserait la force militaire pour résoudre le problème. C'est ce qui a conduit à la situation actuelle. Si Tshisekedi avait accepté de collaborer avec les dirigeants de l'EAC et d'accepter les accords soutenus par le président Lourenço de l'Angola pour résoudre la question pacifiquement, il n'y aurait pas eu de guerre dans l'est du Congo. Process through which this matter could be resolved, there would be no war in Eastern DRC. Le juriste et activiste kényan Patrick Otieno Lumumba estime que la solution au problème de l'Est de la RDC réside dans des négociations avec le groupe M23. C'est que le gouvernement congolais dit ne pas pouvoir faire, c'est-à-dire s'asseoir à la même table que le M23, n'a pas de fondement. C'est le M23 qui occupe leur territoire. Tout d'abord, ils sont ordonnés et leur commandement est bien structuré et fonctionnel. Des experts en politique s'accordent à dire que la seule voie menant à une solution durable au problème d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo est celui des négociations entre le gouvernement congolais et le M23. Merci Kassim. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Les analystes déplorent la poursuite des conflits dans la région des Grands Lacs, accentuée par le conflit non résolu depuis plusieurs années à l'est de la République démocratique du Congo. Le docteur Eric Ndushabandi explique que ne pas s'attaquer aux causes profondes de cette crise ou y apporter des réponses illusoires et non efficaces continuera à handicaper la paix, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans toute la région. La question est restée non résolue pendant des années. On pourrait même croire que ce groupe était dissous et il était porté à disparaître. Mais la première leçon au monde, à la communauté internationale, c'est que une lutte qui concerne la survie d'un groupe, qu'il soit 2 ou 3 ou 4, c'est une cause que tu ne peux pas éteindre définitivement. Ça, c'est la première leçon que je vois. Deuxième leçon, c'est que de 2013 à 2025, c'est différent. C'est différent dans le sens où, aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la communication massive avec les médias sociaux. Et donc, on atteint les instances qu'on ne pouvait pas atteindre. Alors, le fait que le M23 AFC, ils ont communiqué intensément leurs positions et leurs avancées et ce qu'ils demandent comme dialogue avec le gouvernement congolais, avec des revendications, j'allais dire légitimes, parce qu'ils ont été signés et acceptés depuis le 23 mars, depuis 2009, c'est ça? Et donc, ces accords-là, ils étaient déjà acceptés par un gouvernement. Du coup, on dira alors que les revendications étaient légitimes, parce qu'acceptées internationalement. C'est une leçon en disant on ne signe pas un papier pour le jeter pendant des années, alors que ça concerne des vies. Et surtout que le gouvernement congolais n'a pas fait mieux ailleurs, n'a pas développé les pays, n'a pas développé un discours de politique d'unité nationale. Plutôt, il y a eu exclusion, il y a eu mauvaise gouvernance, il y a eu même régionalisme. Et le pouvoir est accaparé par un petit groupe tel que le discours est prononcé partout par l'opposition. Et donc, tous ces éléments-là montrent qu'il fallait à tout prix prendre au sérieux la lutte de l'AFC M23. L'autre leçon, c'est que la communauté internationale ne parvient pas, par exemple, à trancher sur la question de refouler encore une fois les groupes rebelles dans la ville de Goma. Moi, je pense qu'il y a des facteurs qui doivent être considérés. Le premier, c'est ce passé-là. 30 ans durant, ou 15 ans, 16 ans, tu n'as pas pu résoudre la question. Alors que tu as dit, retirez-vous, nous allons nous occuper du problème de façon diplomatique avec tous les partenaires. La communauté internationale n'a pas pu. 2, la communauté internationale a besoin d'un acteur rationnel, sérieux, cohérent, stable. Un pays avec lequel il va traiter, c'est le Congo. Et dans le cas actuel, c'est le Congo lui-même qui refuse le dialogue, obstinément.
et qui déclarent la guerre, non pas contre le mouvement, mais aussi contre les pays voisins comme le Rwanda. Et donc, cette tendance de fuite en avant, cette tendance de vouloir faire le bouc émissaire, fait que ça déresponsabilise le Congo et la communauté internationale reste dans les dilemmes maintenant de comment s'associer au Congo et pour agir de cohérence contre le groupe rebelle. Le passé, il pèse. Le passé pèse sur ce processus. Un autre élément, c'est l'élément distinction entre civil et militaire. Aujourd'hui, si vous dites qu'on va prendre maintenant ces camps de réfugiés, ces camps de déplacés, jusqu'à ce que, par exemple, on chasse d'abord les rebelles. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, c'est un acteur partenaire qui peut aider dans la séparation entre les civils et les groupes armés, alors que ces groupes armés incluent les militaires, mais aussi les non-militaires, les Wazalendo et les FDLR, et tous les groupes armés, difficiles à différencier. Et donc, dans ce processus de dire au M23 de se retirer, il faut être capable d'établir un plan humanitaire, un plan de démobilisation, un plan, ça donne beaucoup de responsabilités. Et dans le cas de figure ici, c'est difficile de trouver une communauté internationale qui pourrait agir rapidement. Et donc, pour l'instant, on ne peut qu'espérer que AFC M23 va mettre sur pied des conditions minimales possibles pour que les citoyens rentrent dans leur maison, dans leur village. Mais la population exige beaucoup. C'est une acclamation, c'est vrai, mais aussi c'est une demande. C'est dit, oui, nous vous acclamons, vous venez, mais soyez cohérents, apportez-nous ce que nous avons toujours manqué pendant des années. Ils ont maintenant l'espace où ils peuvent le dire. Avant, ils acclamaient peut-être Tshisekedi et les autres, hein, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, quand ils disent ça, c'est dire, voilà, nous espérons ce qui est différent. C'est ce que je venais de dire, par exemple. En tout cas, ils ont besoin d'être calmés et d'avoir la garantie que vraiment ils apportent un discours différent. En termes de justice, de réconciliation, en termes de guérison des blessures, en termes de développement économique, mais en termes aussi d'une gouvernance inclusive qui va bannir totalement la corruption endémique dans cette société. Ceci est votre rendez-vous quotidien avec l'information, la grande édition sur Rwanda TV. Les experts en communication affirment que les utilisateurs de réseaux sociaux doivent être vigilants afin de reconnaître les informations fiables et de savoir comment les utiliser de manière appropriée, car actuellement le monde fait face à la propagation de fausses informations à grande échelle. Jean-Bosco Lushi-Ngabigui, expert en journalisme et communication, rappelle aux jeunes en particulier qu'il faut prendre une distance avec le contenu nocif en temps de guerre comme en temps de paix. Et le développement du digital a permis à n'importe qui de créer, de publier une information. Et la grande différence étant que le contenu créé par les médias professionnels est censé, je dis bien censé, obéir à des règles professionnelles qui sont les faits, rien que les faits, ne pas viser, être objectif, publier une information balancée, quand bien même ce n'est pas toujours le cas. C'est des règles et des lois, mais qui ne sont pas toujours respectées. Mais pour ce qui est des réseaux sociaux, des contenus qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est différent parce qu'il n'y a pas de règles. C'est chacun qui exerce sa liberté d'expression, du reste garanti par la Constitution. Bon. Ce n'est pas un problème, mais le problème devient les gens qui produisent ce contenu et leur visée, leurs objectifs. Si vous trouvez... On trouve des gens qui utilisent les réseaux sociaux, qui produisent du contenu et qui sont vraiment objectifs, qui cherchent à informer les gens, qui sont passionnés de l'information, qui vont sur le terrain. Là, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, des fois, ils servent comme complément de l'information qu'on ne trouve pas dans certains médias dits professionnels. D'ailleurs, on vient d'avoir plusieurs cas par rapport au conflit que vous avez évoqué. On vient de suivre comment les médias
qui sont du reste connus comme professionnels, comme grands médias, qui viennent de couvrir par exemple le problème des mercenaires qui viennent de passer à Kigali. Et il y en a qui vous disent que c'est des formateurs, il y en a qui vous disent que... Il y en a carrément d'autres qui ont choisi de ne pas couvrir ça. Mais on voit ça, les réseaux sociaux sont inondés de cette histoire-là. D'une part, ça veut dire que c'est un complément d'information qui est très nécessaire dans ce conflit-là. Parce que la loi internationale dit que c'est interdit d'utiliser les mercenaires dans des conflits. Mais quand des médias qui se disent si grands choisissent un narratif qui exclut cette réalité-là et que les réseaux sociaux peuvent rétablir cette vérité-là, ben, c'est un bon rôle. Mais de l'autre côté, on a des créateurs de contenu qui ne se soucient pas de l'impact de ce qu'ils vont produire et qui cherchent du sensationnalisme pour pouvoir se faire de l'argent, pour être connus ou pour distiller des faussetés intentionnelles parce que on est face à un conflit et tous les acteurs du conflit produisent de l'information. Donc, c'est aux consommateurs maintenant de savoir est-ce que la chaîne YouTube que je suis, elle appartient à qui? Quel est le genre d'information qu'ils produisent? Quelle est l'intention? Y compris les chaînes rwandaises, parce qu'il y en a qui publient juste pour publier. Est-ce que ça vaut la peine de suivre une vidéo de 20 minutes qui vous renseigne en rien, qui vous donne aucune information utile, qui est là juste pour répertorier des titres sensationnels, que vous disiez, oh c'est grave, oh tel ou tel va faire ça alors qu'il n'y a pas de preuve. En bref, l'information est très importante pour prendre des décisions, mais aussi des fois elle peut être dangereuse. Donc c'est une arme à double tranchant. En fonction, par rapport à ce que vous avez demandé quant à l'impact sur l'état de santé, sur le mental des gens, le genre de contenu sensationnel peut non seulement vous faire perdre du temps, mais aussi peut vous affecter émotionnellement. Parce que si vous suivez à longueur de journée des informations qui vous disent que la guerre est à la porte, Kigali va être brûlé, vos dirigeants, vous savez le genre de contenu qu'ils mettent. Mais est-ce que vous allez vous concentrer sur votre travail? Non. Est-ce que ça vous avance à quelque chose? Non. Donc, c'est à nous, consommateurs, de savoir choisir des contenus et surtout être conscient que tout ce qui circule ne vaut pas la peine d'être consommé. Ouais. C'est pas facile, mais bon, il faut le faire pour notre équilibre mental. Il faut bien choisir qui vous suivez parce que vous voulez être influencé en quoi? Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Je vous l'ai dit en titre, un pacte de défense mutuelle entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso existe depuis le 16 septembre 2023. En janvier 2024, les pays membres de cette alliance ont acté leur retrait de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle. Cette alliance a été créée pour aider à contrer d'éventuelles menaces de rébellions armées dans cette région confrontée surtout au terrorisme. Pour parler de cette région, notre confrère Jean-Damascène Manichimé s'est entretenu avec Paul Amoussou, directeur de publication du quotidien La Nation Bénin. Il commence par nous dire comment se présente la situation sécuritaire dans le Sahel. C'est vrai que la constitution de cette entité qu'est l'Alliance des États du Sahel vise à organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. À cet effet, on peut dire que au-delà de la formalisation, de la conceptualisation, le défi sécuritaire dans la région, dans cette sous-région reste entier. Quand bien même on a cette coalition entre ces trois États, on ne sent pas encore un engagement réel et une évolution certaine quant à affronter ces djihadistes et à les déloger de ces zones-là.
où ils sévissent à l'être humain. Oui. Une autre question qu'on peut se poser, c'est la libre circulation des personnes et des biens. On sait que à un certain moment, ces pays de l'Alliance du Sahel avaient bloqué la circulation des biens en provenance des autres pays restants de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a une coopération quelconque entre les citoyens de ces pays? Il y avait les accords originels de la CEDEAO qui favorisaient la circulation des personnes et des biens, ce qui suppose que un ressortissant du Mali peut aller au Nigeria, passant par le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc., sans souscrire à un visa. Et il en est de même pour les biens, le transport des biens. Mais aujourd'hui, puisque ces États décrochent de la CEDEAO, ça pose problème. Alors, Paul, concrètement, est-ce que le citoyen lambda peut quitter, par exemple, le Bénin avec ses marchandises vers le Burkina Faso? Les marchandises, oui, plus ou moins, ça dépend des pays. Oui. Le Burkina Faso, il n'y a pas de problème. C'est le Niger, au Mali aussi, a priori, il n'y a pas de problème. C'est au Niger qu'un citoyen ne peut pas quitter aujourd'hui le Bénin et traverser la zone frontalière, Bénin-Niger, car du côté nigérien, la frontière reste fermée. Elle est restée fermée jusqu'à présent. Oui. Mais côté béninois, la frontière elle est ouverte, ce qui est paradoxal. Et justement, Paul, j'allais vous demander, cette dislocation de la CEDEAO, une organisation qui était vraiment en avance par rapport aux autres sur le continent africain, cette dislocation a entraîné, a eu quel impact sur la vie de la population en général? Ben, il y a un impact parce qu'il y a des produits vivriers qui quittent, qui sont convoyés des autres pays, des États du Sahel, vers les autres pays de la CEDEAO et vice-versa. Oui. Aujourd'hui, le pont est rompu et donc forcément que les populations, notamment commerçantes, ont beaucoup de difficultés. Et même au-delà même du commerce, ne serait-ce que la circulation des personnes, oui. Elle est devenue problématique. Il n'est pas aisé aujourd'hui pour un Béninois allant au Niger, il subit des tracasseries policières et douanières. Oui. Du simple fait qu'il est Béninois. Et là, malheureusement, je comprends qu'on est loin de cette vision de l'Union africaine, de la zone de libre-échange continentale. On est très loin de cette réalisation. Très loin. On est très loin de la zone de libre-échange continentale, de la ZLECA, qui était un projet quand même novateur, un projet qui contribuait à l'intégration africaine, à l'unité africaine qui est si bien, qui était, et pour laquelle les pères fondateurs ont travaillé et que les autres, à travers le temps, le relais a été assuré jusqu'à présent. L'intégration des peuples n'est pas en cause. Sur les zones frontalières, les mêmes populations, il y a des familles qui séjournent de part et d'autre, et donc qui ne se retrouvent pas dans le projet politique, dans l'orientation nouvelle politique qui est donnée par les dirigeants de ces trois États du Sahel. Et les peuples ne comprennent pas, les peuples sont pris au dépourvu de cette orientation de politique-là, nouvelle, qui ne répond pas à la réalité du terrain. Parce que la réalité du terrain, c'est l'unicité des peuples. Oui, les peuples sont les mêmes. Voilà, les peuples sont les mêmes. Et malheureusement, les options politiques viennent chambouler cette réalité-là et contrarier le vécu social, le vivre ensemble de ces peuples. Et c'est ce qui est le plus déplorable dans cette situation-là dont nous parlons. Partout au monde, en Amérique avec le Mercosur, en Europe avec l'Union européenne, un peu partout, les dynamiques sont à la fédération et à l'union des forces pour aller de l'avant. Donc les Africains n'ont de choix que de s'unir pour avancer dans ce monde. Absolument. Il le faut, d'autant plus que les fragilités sont connues et on est plus fort qu'ensemble.
En réalité, c'est ensemble que nos fragilités sont gommées. Et donc, il faut travailler à cette intégration africaine, il faut travailler à cette unité africaine. En tout cas, merci beaucoup, Paul Amoussou. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien La Nation. C'est le premier quotidien du Bénin. Paul Amoussou, merci beaucoup depuis Cotonou. Merci à vous. Et voilà, c'est sur cet entretien que nous allons clore cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.